On termine sur le rapport d'audition de Nel. Ce rapport d'audition de Nel est plus en vérité le rapport d'audition de Nel après qu'elle se soit pris le passage de ses parents, des éclaireurs, de la vision de la société en général. Elle a été menée ici à se poser en victime et puis à ravaler une partie de son vécu et donc une partie de sa personnalité. De son vécu, je parle de ce qu'elle a vécu avec moi. On m'a fait passer à ses yeux pour quelqu'un de malveillant et de ce fait, elle essaie sans cesse dans cette audition, comme je disais, de faire concorder les choses. Donc, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. En soi, ce sont des choses insignifiantes, ça ne fait pas de mal, mais avec des insinuations comme quoi ça pourrait être mauvais. Et on retrouve ça à chaque fois. Comme elle est incapable de nommer des faits qui ont pu lui causer du tort, parce qu'il n'y en a pas eu, donc c'est normal qu'elle n'en soit pas capable, eh bien elle doit recourir à chaque fois à l'insinuation. Elle doit imaginer le mal, puisque le mal, elle ne l'a pas vécu. C'est ce qu'on retrouve à chaque fois dans ses déclarations. Il n'a pas regardé dans les douches, mais, vous voyez, on pourrait croire que. Il aurait dit qu'il voulait dormir près de moi, donc peut-être que. Il ne s'occupait que de moi, donc il est possible que. Il a fait un câlin à mon coussin crotte, donc on pourrait aussi s'imaginer que il m'a défendu en repoussant Victoriane, alors peut-être que. Il m'a dit un truc du genre qu'il voulait me protéger, alors ça peut vouloir dire que, vous voyez. J'étais sa chouchoute, alors peut-être que. Il m'a porté mon sac à dos sur la route, donc attention, peut-être que là aussi. Et il me parlait comme si j'avais son âge, donc là, peut-être qu'il y avait quelque chose aussi. Toujours l'insinuation à chaque fois, parce que les faits, il n'y en a pas. Quand elle disait, d'après ce que reportait Valérie, qu'elle se sentait soulagée, elle peut se sentir soulagée, mais elle ne peut pas aller au-delà que de dire qu'elle se sent soulagée, parce qu'il n'y a pas de fait. Être soulagée, ok, mais soulagée de quoi? À quel moment lui ai-je causé du tort qui pourrait faire dire à Nel que je suis soulagé que je sois parti? Il n'y a pas de moment. C'est pour ça qu'elle peut juste se sentir soulagée, parce qu'on lui a fait croire que j'étais malveillant, mais que dans les faits, elle était très contente d'être avec moi. Et dans toute cette audition et dans tout le dossier pénal, et depuis le début de cette histoire, jamais je l'ai entendu, venant d'elle, de déclaration comme quoi, moi, je lui aurais fait du mal. Jamais elle n'a pu dire, Mehdi m'a fait mal à tel moment parce qu'il a fait ça, il m'a fait souffrir à tel moment, j'étais pas bien avec lui. Il n'y avait pas des moments comme ça en fait. Donc elle ne peut pas les reporter. On voit qu'elle souffre, on voit que je fais partie de cette histoire, on voit qu'elle a une volonté de me rattacher à sa souffrance, mais que ça colle pas, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, l'insinuation à chaque fois, le sous-entendu, l'implicite, vous voyez. Et donc c'est fort tout ça, parce que dans cette audition, Nel non seulement réfute les accusations que sa mère porte contre moi, viol, agression sexuelle, mais en plus, elle ne déclare à aucun moment que ça s'est mal passé entre elle et moi. D'ailleurs, cette audition, elle a eu quoi? Elle a eu lieu il y a 4 ans et demi. Depuis le temps, Nel n'est jamais revenu, jamais entendu, rien du tout, pour changer en fait d'opinion sur le sujet, pour dire autre chose, au cas où elle se serait trompée. Vous voyez, donc je veux dire, on peut toujours attendre. Pour ceux qui diraient que oui, mais elle était trop bébé pour savoir, machin chose, écoutez, on peut toujours attendre, mais il n'y a rien du tout. Et puis, moi, ce que je vois, c'est que quand Valérie porte plainte contre moi pour ces choses-là, pour moi, en même temps, elle est en train de porter plainte contre la parole de sa fille, à laquelle elle ne prête vraiment pas attention ici. Et ça va même plus loin que ça, parce que si on regarde cette audition telle qu'elle est, non seulement on voit que Nel n'est pas du tout d'accord avec les accusations fausses que sa mère porte contre moi, qu'en plus, elle ne déclare à aucun moment que j'ai été dangereux, que je lui ai fait du mal, mais en plus, si on regarde cette audition telle qu'elle est, on voit que la relation qu'elle avait avec moi était une bonne relation, qu'elle considérait comme bien, qu'elle a bien vécu et que ma présence à ses côtés était bienfaisante. Ça, les policiers, déjà en voyant ça dans le rapport d'audition, devraient aller voir la mère et lui dire mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez d'ennuyer votre fille avec vos idées, avec vos histoires. Elle vous dit que ça s'est bien passé, elle l'a bien vécu. Si le projet de la police, si leur but, leur mission, c'est d'œuvrer pour la paix, alors c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et c'est ce qu'ils n'ont évidemment pas fait. Au final, on m'accuse d'avoir passé des moments sympas avec Nel et de lui en avoir fait passer. Je rappelle que ce dossier-là, c'est un dossier qui cherche à appuyer une accusation de viol, non pas qui cherche à accuser des gens d'avoir passé des bons moments ensemble. Hein? Donc tout ce que Nel a pu entendre, dire et penser après mon départ du camp ne change rien à son vécu à elle pendant le camp avec moi. Mais tout ce qui a eu lieu après peut avoir une influence considérable sur ce vécu. Si je sors de chez moi, que je traverse la rue pour aller acheter une baguette et que je croise une personne avec qui je discute 30 secondes, il est gentil, il me dit bonjour, on discute, c'est sympa, au revoir. Je rentre chez moi et là, une personne de très forte confiance, en qui j'ai très confiance, que j'apprécie beaucoup, me dit
paniqué, cette personne que tu as croisée dans la rue avait l'intention de te tuer. Elle avait une arme. Mais elle ne l'a pas fait parce que ses plans ont été dévoyés par un événement quelconque. Elle ne l'a pas fait. Mais elle a l'intention de te tuer et si elle te croise, elle risque de le faire. Vous faites confiance en cette personne qui vous dit ça, vous la croyez et vous êtes paniqué. Bien qu'elle puisse complètement se tromper. Et donc, ce que vous avez vécu il y a 2 minutes et qui était encore un bon souvenir, c'était un bon moment sympa avec cette personne qui a duré 30 secondes, et bien maintenant vous le percevez comme quelque chose d'horrible. Votre vécu ne change pas, mais votre souvenir de ce qui est arrivé, il est complètement terni et il n'est plus bon du tout. Et bien c'est ça que Nell a vécu, ses souvenirs ont été retournés, ils ont été pervertis, et maintenant des choses qu'elle avait très bien vécues, elle les perçoit horriblement. Même les choses qu'elle me demandait de faire, que je faisais et dont elle était très contente, eh bien elle rejette tout à présent. Au final, Nell en fait a été menée à troquer ses bonnes émotions, ses bons souvenirs, contre de mauvaises émotions et de mauvais souvenirs. Je pense que c'était une très mauvaise transaction, vraiment pas une bonne affaire. Pour terminer sur tout ça, je dois d'abord faire remarquer, parce que j'étais obligé de constater, que moi, j'ai été toujours dans une démarche de partage, de discussion, d'échange, vous savez, l'esprit démocratique qui cherche à favoriser d'abord le débat, et que face à moi, j'ai toujours trouvé des personnes qui faisaient usage de coercition pour faire entendre leurs idées. Des personnes qui étaient dans un refus systématique de discuter. Moi, d'un côté, donc, depuis le début, en fait, déjà dans ma relation avec Nell, c'était une relation basée sur le respect et une relation qui était volontaire. Après ça, j'étais, par rapport à mes démarches, des tentatives de communication avec les parents, ça a toujours été des tentatives de communication qui étaient sans violence avec les parents ou avec les éclaireurs. Et j'ai écrit mon récit, j'ai argumenté, j'ai parlé, je parle dans cette vidéo, qui est une vidéo explicative. Et ce qui ne m'empêche pas de me tromper, bien sûr, mais c'était ma démarche depuis le début, et ça l'est toujours. Et face à moi, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, des personnes qui utilisaient toujours la contrainte. J'ai été donc, pour se reprendre depuis le début, exclu du camp de vacances sans sommation et sans discussion. Ensuite, ils m'ont reporté aux services sociaux. On m'a menacé de m'enlever mon BAFA. On m'a reporté ensuite aux services de police, aux autorités de police. Des plaintes, de multiples plaintes ont été déposées contre moi et j'ai été menacé de condamnation par les tribunaux avec exécution. Et ces personnes-là, toutes ces personnes sont dans un refus quasi obstiné en fait de discuter. Ils ne procèdent que par la contrainte et la coercition. Ce qui me donne forcément moi l'impression depuis le début que en fait des personnes essaient de me faire adhérer à un point de vue par la force. Aucun de mes arguments n'est vraiment contré, rien n'est réfuté dans ce que je dis. Mon texte est toujours présent, il est toujours là, il y a cette vidéo, et en fait, c'est toujours le silence. Donc, forcément, ça ne peut pas me donner tellement l'idée que face à moi, j'ai des personnes qui soient toujours de bonne volonté, et que je puisse me tromper comme ils le pensent avec tant de facilité. C'est pour ça que dans mon récit, par exemple, j'avais posé une question toute simple, parmi plein de questions que j'avais posées, qui était de savoir en fait, comment c'est possible que 2 personnes qui puissent beaucoup s'apprécier, en étant séparées l'une de l'autre soudainement par une personne tierce, puissent se retrouver plusieurs mois après, et que l'une de ces 2 personnes soit en peur panique de juste voir l'autre? C'est une question qui est toute simple. Et pourtant, il n'y a aucune réponse, personne ne veut répondre à cette question. À la limite, peut-être, j'ai réussi à tirer un peu les verres du nez de Céline Juel et peut-être des 2 travailleuses de la cité administrative qui m'avaient auditionné. Mais encore, c'était difficile. Il fallait vraiment leur poser des questions. En fait, j'ai un peu retourné l'entretien à un certain moment en leur posant des questions, en les confrontant pour vraiment savoir ce qu'elles pensent. Et j'ai réussi un petit peu à faire reconnaître à demi-mot que oui, je ne sais plus ce qu'elles ont dit exactement, mais que les parents ont certainement dû remonter les bretelles de leur fille, qu'ils ont dû lui faire des sermons. Et donc, voilà, ça commençait un petit peu, mais ça s'arrêtait là. C'est une question qui est essentielle pourtant, puisqu'en fait, cette question, elle demande l'origine. Quelle est l'origine de la peur, donc de la souffrance? Ce qui est la base de l'histoire, puisqu'on se soucie de la souffrance de Nell là-dedans. Voilà. Donc c'est une question qui est essentielle. Et quand je la pose, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mettre en exergue la fausseté, l'incohérence du discours officiel. Je peux dire officiel d'ailleurs, parce que comme les tribunaux ont jugé la chose, maintenant c'est officiel.
Voilà, et donc comme je mets ça en avant, eh ben, ça dérange. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un silence radio, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que comme c'est une question essentielle, ben, on évite d'y répondre. En fait, on la met de côté, on fait semblant. Voilà. Et si des personnes portent des valeurs de débat contradictoire, c'est-à-dire des valeurs qui cherchent à privilégier la discussion plutôt que la coercition, et je suis certain qu'il y a plein de personnes qui ont ces valeurs-là, eh bien, je ne peux qu'inviter ces personnes à y être d'autant plus fidèles à ces valeurs qu'elles portent. Parce que ici, visiblement, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a eu comme une espèce de double standard. Peut-être qu'elles y sont très fidèles à certains moments dans leur vie, dans certaines circonstances, mais ici, visiblement, ces personnes n'ont pas du tout été comme ça. Alors, je pense aussi d'ailleurs que la vérité ne devrait pas avoir peur de la discussion et du débat. Si la vérité est vraie, eh bien, elle ne devrait reculer face à aucun débat, quel qu'il soit. Elle devrait savoir s'y confronter sans problème. Et pourquoi, en fait, une vérité irait, par exemple, se cacher dans les commissariats? Pourquoi est-ce qu'elle irait se réfugier dans les jupes des magistrats? C'est assez curieux. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme une judiciarisation croissante des rapports humains. Des personnes ont de plus en plus de mal à régler leurs différends par eux-mêmes, comme des grands, je dirais, et vont plutôt se reposer sur l'opinion d'un juge, parce que c'est plus confortable et que ça enlève aussi une responsabilité. Alors bien sûr, dans cette histoire, le prétexte ce serait « Ah oui, mais il est tellement dangereux qu'il faut aller porter ça devant les tribunaux ». Ouais, mais c'est une dangerosité qui est construite, comme je l'ai expliqué. La société aujourd'hui construit énormément de dangerosité comme celle-là. Donc voilà, juste le débat, si la vérité est vraie, ben, le débat ne devrait pas être un problème et on devrait venir m'informer sans difficulté, d'autant plus que je suis jugé comme étant la personne fautive dans l'histoire. Si je suis vraiment fautif, si les gens pensent que je suis vraiment fautif et que le tort est très grand, alors ils devraient d'autant plus s'empresser de venir m'informer de mon tort et donc d'expliquer, d'argumenter, d'avoir une construction théorique qui explique comme quoi je me suis vraiment trompé. Et si en plus il est tellement évident que je me suis trompé, cette construction théorique, comme je me dis, cet argumentaire devrait être très facile. En fait, il ne devrait pas être compliqué à élaborer. Et mes arguments devraient être très faibles et devraient pouvoir être balayés par leurs arguments qui seraient beaucoup plus pertinents. Vous voyez tout ça? Ça ne devrait pas être difficile de me contredire. Mais comme c'est quasiment le silence radio à chaque fois, ça porte quand même à question. Si les gens qui ont tant de facilité à penser que je me trompe en avaient autant à expliquer pourquoi je me trompe, recours à la coercition plutôt qu'à la discussion, donc parce que incapacité d'apporter des critiques constructives sur mes idées. Quand on n'est pas capable en fait de se confronter sur le terrain de l'argumentation, de la discussion, du débat et en fait sur le terrain démocratique en quelque sorte, eh bien il est beaucoup plus simple de s'attaquer directement à la personne. D'user donc de contraintes et aussi d'essayer de salir la personne parce qu'il y a plein de choses qui sont fausses, qui ont été dites sur moi, plein de choses qui sont transformées, qui ne sont pas vraies. Et encore, j'ai pas parlé de, il y a des choses que j'ai évoquées aussi dans mon récit que j'ai pas dit ici. On est encore dans ce procédé qui vise à attaquer le messager plutôt que le message. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et quand on attaque le messager, on a l'impression d'invalider le message, alors que ce sont deux choses complètement différentes. Les arguments d'une personne, ce ne sont pas la personne. Et ça, ce sont des attaques en fait qui sont des attaques ad personam, mais c'est vieux comme le monde. Et quand je parle de cette différence discussion-coercition, on la retrouve en même temps par rapport au comportement qu'on pouvait avoir avec Nel. J'étais le seul à ne pas imposer de choses, à ne pas mettre de pression sur Nel. Et c'est justement, je pense que c'est justement parce que je n'imposais rien que ça a beaucoup déplu et qu'au final, on a été séparés l'un de l'autre. Parce que c'est justement parce que je n'imposais rien que la relation qu'on a eue a pu avoir lieu. Si j'imposais comme les animateurs habituels le font, eh bien on aurait une relation animateur-enfant habituelle. Et c'est tout. Mais pour ça, il aurait donc fallu que je lui dise « mais tu n'es qu'une enfant, reste, voilà, tiens-toi à distance, tu vas faire ce que je te dis, non, ne touche pas à mon téléphone, c'est pas bien, va là-bas, quoi, tu veux des massages? Non, non, surtout pas des massages, surtout pas les massages. » Vous voyez, forcément, ça n'aurait pas fonctionné si j'étais comporté comme ça. Donc la belle relation que elle et moi on a eue, elle a eu lieu parce que je me suis permis de faire différemment et ça a donné une belle relation, justement. Donc, au final, moi, d'un côté, comme je disais,
j'ai pas usé de coercition, donc en fait j'étais dans la discussion, dans l'échange, et eux par contre que de la coercition. Donc c'est marrant parce que au final, c'est quand même moi, c'est moi qui suis visé comme étant celui qui est un problème, comme étant celui qui est un danger. L'imaginaire social. Alors je vais aussi finir avec quelques mots sur les personnes qui se sont interposées, qui ont fait obstacle dans la relation que Nel et moi avions, comme Valérie bien sûr. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de se mettre dans l'esprit, dans l'état d'esprit de Valérie, de voir comment elle peut penser de là où elle est, penser, ressentir, sa façon de voir les choses. Valérie, vraisemblablement, est convaincue que sa fille a été violée. Donc déjà, première chose, il faut se représenter ça. Mère de famille, elle a sa fille qui avait 12 ans, et dont elle est persuadée qu'elle a subi un viol. Donc, c'est déjà quelque chose, il faut imaginer la chose, il faut se représenter toute la charge émotionnelle qui vient avec. Ça, c'est une première chose. Donc, déjà, de ce fait, pour elle, c'est légitime d'aller déposer une plainte pour viol. C'est tout à fait légitime, puisqu'elle est convaincue que ça a eu lieu. Cette souffrance qui vient chez elle parce que elle est convaincue que sa fille a été violée, c'est déjà de se dire ma fille a subi quelque chose d'horrible, mais aussi c'est de se dire que elle est la mère, elle est le parent. En tant que parent, elle a une responsabilité vis-à-vis de sa fille, en fait, quelque part, même naturellement, j'ai envie de dire. Et que même si il arrive quelque chose de malheureux à sa fille, que c'est pas du tout de sa faute, elle se sentira quand même responsable parce que, étant sa fille, eh bien, elle est supposée. Elle est la personne qui est censée la protéger. Donc, quelque part, si sa fille subit des choses horribles, eh ben, c'est quelque part qu'elle, en tant que parent, elle a échoué. Donc, il y a un sentiment de responsabilité qui vient en plus de là-dessus. Elle dépose donc plainte, de façon parfaitement légitime pour elle, et elle voit que les tribunaux, en fait, refusent de condamner la personne qu'elle vise, donc moi, pour l'accusation qu'elle porte. Les tribunaux ont refusé de me condamner pour viol. Les tribunaux ont refusé de me condamner même pour agression sexuelle. Donc, en fait, Valérie, si tant est qu'elle est encore convaincue de bien fondé de son accusation, ça veut dire qu'en plus de subir cette idée comme quoi sa fille s'est faite violer, eh bien, elle s'en sort avec une espèce de sentiment d'injustice très grand qui vient s'ajouter au premier en se disant que la justice française n'a même pas voulu reconnaître les faits. Voyez-vous, ce qu'elle croit qui a eu lieu. Et en plus de ça, eh bien, elle voit que la personne qu'elle accuse, la personne qu'elle est convaincue d'être celui qui a violé sa fille, eh bien, tient des propos, des discours qui vont complètement à l'encontre de ce qu'elle pense, et en fait, qu'il est en train de se plaindre finalement, que c'est un peu le monde à l'envers, vous voyez, qu'il est en train de se plaindre de la situation, voire d'accuser directement les parents, alors qu'il serait responsable de tout ça. Donc, quand on met tout ça de bout en bout, et puis qu'on peut y ajouter éventuellement, mais là j'en sais absolument rien, des choses qui relèvent du passé, de la vie personnelle de Valérie, qui peuvent ajouter encore plus d'émotions et dans cette perception de la réalité, eh bien en fait on peut comprendre tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a fait. Mais aussi on peut comprendre que, vu le chemin qu'elle a parcouru, il est très difficile maintenant de rebrousser chemin. Les engagements qui ont été pris sont très forts. J'avais déjà parlé un petit peu de ça, je veux dire, l'accusation qu'elle a portée, les années qui ont passé, des personnes à qui elle a dû en parler. Je veux dire, si elle devait... C'est un peu comme je parlais par rapport à le directeur des éclaireurs de la région de France. Sauf qu'en plus, Valérie, elle a pris plein d'engagements. Donc c'est encore plus difficile pour elle si elle voulait commencer à rebrousser chemin dans la situation dans laquelle elle est. Par rapport à toutes les personnes qui sont au courant dans son entourage de cette chose-là, évidemment, revenir vers eux pour leur dire que finalement elle a changé d'avis, c'est extrêmement difficile. Déjà de se rendre compte en elle-même, sans en parler à personne, qu'elle s'est trompée, c'est extrêmement difficile. Et voilà, il y a une pression sociale qui est très forte autour de tout ça qui fait qu'elle en est arrivée à un certain stade où il est quasi impossible, d'après moi, qu'elle arrive à rebrousser chemin. Et c'est un terrible cercle vicieux en fait dans lequel elle est rentrée sans s'en rendre compte, parce que dès le début elle m'a considéré comme étant le problème, comme étant le seul problème, la monocause de tout ça. Donc comme en fait moi en réalité, je le dis, j'ai expliqué la réalité des faits et que je suis le seul à apporter ça à travers mon récit, à travers cette vidéo, et bien comme elle me rejette systématiquement, elle est en train de rejeter la solution. Elle est en train de s'auto-saboter sans s'en rendre compte. Mais on comprend que dans l'état dans lequel Valérie elle est, et certainement d'autres personnes de son entourage, eh bien ils préfèrent rester là-dedans tellement ils sont convaincus de la véracité de leur opinion.
Donc elle continue à psychoter sur une même situation, alors que la résolution, elle se trouve à portée de main, mais qu'elle n'en veut absolument pas parce qu'elle la considère comme étant le problème, que ça va rajouter des problèmes au problème. Bien sûr, ça rajoutera des problèmes dans une certaine mesure à partir du moment où elle se l'imagine. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours la même chose. On se l'imagine que ça va mal se passer, donc on agit en conséquence, et là, ça se passe mal. Alors qu'en fait, c'est de la prophétie autoréalisatrice en fait. Je vais en reparler dans un instant, mais c'est comme lorsque vous, là dernièrement, lorsqu'on dit aux gens, à la population, attention, on va avoir une pénurie d'essence, ben en fait les gens ils vont se ruer tous en même temps pour aller remplir leur voiture. Et si on s'était trompé et qu'il n'y allait pas avoir de pénurie, eh bien il y a une pénurie quand même. Sauf qu'on va pas se rendre compte qu'on s'est trompé. Parce que comme il y a pénurie, on se dira, ah ben on a bien eu raison. C'est la même situation en fait dans toute cette histoire entre Nel et moi, le fait qu'on était séparés, ça va parce que ça va mal se passer, mais qu'en fait, si ça se passe mal, c'est pas du tout pour ces raisons-là. D'où une presque nécessité ici d'aller jusqu'à créer un traumatisme chez la personne, chez Nel, pour avoir la validation qu'on avait bien raison dans notre croyance. Alors évidemment, c'est un truc complètement inconscient. C'est que la situation dans laquelle on s'est trouvé, cette situation qui a fait peur à d'autres personnes et qui a mené à la séparation et puis à cette idée que j'étais mauvais, dont Nel a été imprégné, eh bien mène à ces souffrances-là qui me sont immédiatement attribuées. Elles me sont attribuées et je suis désigné comme étant la cause de ça. Il y a tellement un besoin tellement fort de valider la croyance, il y a un besoin tellement fort donc de voir l'enfant, la personne mineure, adolescente, enfant, préado, qu'importe, de la voir souffrir, qu'on est prêt à vraiment créer cette souffrance nous-mêmes, sans même réaliser qu'on est en train de le faire, parce que le besoin de validation de l'idéal, de notre idéal est tellement fort que voilà, le dogme en fait est plus fort que tout. La prophétie doit s'accomplir. D'où en fait, et ça mène à les théories, vous savez, circulaires et auto-validantes, parce que ici, je vois pas quel argument peut amener à ce que les personnes qui nous ont séparés et qui s'opposent à la relation qu'on avait, peut leur faire comprendre qu'ils ont pu se tromper. Il manque vous savez, la réfutabilité d'une thèse. On ne peut pas la réfuter, il n'y a aucun élément en fait. Donc en fait, quelque part, ils ont toujours raison, vous voyez, sauf que s'ils ne laissent aucune relation comme ça perdurer, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'elle peut être bonne. En plus, la laisser perdurer, on peut quand même un minimum l'encadrer, pour pas au cas où ça déraperait complètement, dans le cas où on imagine que ça dérape complètement, vous voyez. Voilà. Et d'où aussi, je parle donc le résultat, ça résulte par justement ces théories auto-validantes, mais aussi d'où les critiques un peu minables. Il faut dire que j'ai reçu échange de regards, isolement, faveur, ces choses-là. Donc voilà, c'est de la prophétie auto-réalisatrice, j'en avais parlé dans mon récit, et il y a un livre justement qui en parle vraiment bien, qui s'appelle justement l'échec d'une prophétie. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il était écrit, je crois dans les années 50, au siècle passé. Et ce livre est vraiment très intéressant parce qu'il décrit vraiment bien le phénomène. Alors, il se base ici sur une histoire vraie en fait, mais là, il prend un cas, c'est un stéréotype, c'est le cas de la secte, comme on dit, de la secte religieuse qui va prédire la fin du monde dans quelques temps, dans quelques années, en disant ça va se passer à tel moment, voilà, ce sera la fin du monde, un message a été envoyé par de l'au-delà et nous y croyons. Et tout le monde y croit, les partisans y croient. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que lorsqu'on arrive à ce jour-là, et que c'est pas la fin du monde, la vie continue, eh bien, alors qu'on pourrait s'attendre logiquement, normalement, on va dire en théorie, l'être humain devrait, quand il voit que ça se passe pas, il devrait se dire ça veut dire que le message divin était faux, ça veut dire que notre Dieu n'est peut-être pas notre Dieu, et donc que peut-être toute le dogme que l'on suit est faux, la religion n'est pas vraie. Il devrait remettre tout ça en question. Eh bien en fait il ne le fait pas. Non seulement il ne remet pas en question ça, donc non seulement il continue à croire, mais en plus il y a un regain de ferveur, il y croit encore plus. Après que cet événement n'a pas eu lieu, eh bien, il va encore plus être dans du prosélytisme, à essayer de chercher à attirer à lui de nouveaux partisans, voilà, de nouveaux adeptes pour la religion. Parce que il y a tellement d'engagement, sa vie elle repose tellement sur cette croyance-là qu'il ne va pas savoir accepter qu'il a pu se tromper et remettre tout ça en question. Cognitivement, intellectuellement, ou plutôt émotionnellement, du point de vue affectif, c'est beaucoup trop difficile. Donc la cohérence, le bon sens voudrait que on remette tout de suite en question l'intégralité, la totalité du dogme, de la religion, mais en fait, non, on y croit encore plus. Voilà.
Donc c'est cette situation-là qui est vraiment de prophétie autoréalisatrice qui se retrouve dans cette histoire. Alors juste pour vous lire une partie du 4e de couverture. Comment réagit une collectivité humaine lorsque sa croyance est démentie par la réalité? La théorie de la dissonance cognitive, qui sert de fil conducteur à cette recherche, nous explique pourquoi, au lieu de renoncer à leur croyance, comme le voudrait la logique, les fidèles continuent au contraire à la répandre et font des prosélytes afin de trouver auprès d'eux la confirmation que la réalité leur a refusée. Et cette recherche de confirmation, elle est tout le temps là en fait, je trouve, dans cette histoire. Cette recherche de confirmer que Nell a bien souffert à cause de moi, de toujours tout retourner contre moi. De toute façon, ça se voit avec ce que j'ai donné comme exemple de il se regardait, c'est la preuve que ça lui a fait du mal, c'est la preuve qu'il était mal intentionné. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ce point-là avec des dossiers d'accusation qui sont tellement vides et qui reposent sur quasi rien du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand je reparle de ce regain de ferveur face à la contradiction en fait, de nos idées, à une réalité qui contredit nos idées, c'est pour ça que par exemple cette grosse vidéo là, en plusieurs parties, cette grosse vidéo, eh bien, certaines personnes pourraient y voir une certaine preuve comme quoi ils avaient vraiment raison, vous voyez, et de se dire, ah ben oui, il est vraiment dangereux Mehdi, et sa vidéo là, c'est la preuve qu'on avait bien raison, et ça veut sans doute dire qu'il a violé Nell, et peut-être même qu'il a violé 10 fois de suite, vous voyez, c'est vraiment, tout est retourné. Enfin, Valérie, en tout cas, tout a montré qu'elle procède comme ça jusqu'à maintenant. Donc, malheureusement, je pense pas que ça changera. Et cette façon de penser là, cet enfermement sur soi que j'ai décrit, eh bien ça suffit largement pour moi à expliquer énormément de drames humains qui ont eu lieu dans notre histoire, de guerres, de génocides, de tortures, d'esclavage. En fait, quand je vois la façon dont se comporte Valérie ici, si je me posais encore des questions de comment ça se fait qu'il y ait tant de problèmes, tant de souffrances dans l'histoire, ben en fait je me la poserai plus tellement. Ça veut évidemment pas dire que Valérie va faire des génocides, des trucs comme ça, hein. Mais c'est les mêmes procédés psychologiques qui sont à l'œuvre. Quand une personne en fait juste elle est convaincue à 100% dans son truc, qu'elle veut rien entendre, qu'elle rejette tout discours qui contredisent ses pensées, et que en même temps elles foncent tête baissée dans une offensive contre une personne ou un groupe de personnes, donc ici elle veut me faire condamner à 20 ans de prison, plus des dédommagements financiers, etc. Donc quand même quelque chose possiblement qui peut ruiner la vie d'une personne. Eh bien quand on est dans cet état d'esprit-là, on peut comprendre, je pense, que oui, ça peut mener à des drames, là, pour le coup. D'autant plus qu'elle-même souffre de tout ça, je veux dire. Donc c'est pas juste moi, hein, c'est tout le monde en fait. Encore une fois, je le dis. Ça ne sert personne. Voilà. Il y a vraiment les procédés psychologiques, c'est vraiment ça, avec en plus cette nécessité de valider toujours sa croyance, ce besoin de préserver sa bonne conscience, aussi d'adhérer toujours au groupe, d'être dans le groupe avec un grégarisme, ce besoin primaire de faire partir du groupe qu'on a tous. Hein. Et ben voilà, je trouve que chasse aux sorcières, tout ça, enfin ça ressemble beaucoup. C'est le même esprit. Je pense qu'à partir du moment où on se ferme complètement à la critique, à ce que dit l'autre personne, et qu'on est, comme je l'ai dit, dans une attaque, on n'arrête pas, ça peut pas mener, je connais pas de situation où ça peut mener à de bonnes choses. Donc voilà la situation. Factuellement, en fait, Nell et moi, on a passé quelques temps ensemble, des temps qui ont été bons pour elle et pour moi, et face à cela, Valérie ne l'a pas supporté, et ça a donc créé chez elle un inconfort. Elle a décidé de judiciariser cet inconfort. Je ne me sens pas à l'aise avec ça, donc je vais me plaindre en justice, voilà. Et donc, affabulation sur du viol. Le souci, c'est que clairement, en fait, depuis le début de cette histoire jusqu'à maintenant, et pour toujours, j'ai l'impression, dès que Valérie pense à Nell et à moi, elle pense à du sexe. Dès qu'elle pense à nous deux, elle pense à des trucs sexuels immédiatement. C'est un gros problème. Elle pense à des trucs sexuels immédiatement, et en plus à des trucs sexuels violents, quoi, comme vous voyez. Hein. Et je pense que elle n'a jamais été, comme j'avais dit, au contact avec des personnes qui ont pu lui tenir un discours contradictoire, lui dire que ce qu'elle pensait n'était pas forcément la vérité. En tout cas, tout a l'air de me le montrer. Je pense pas qu'elle ait été au contact avec des personnes qui ont pu la contredire. Au contraire, j'ai l'impression que son entourage l'a poussée dans le sens à avoir ce genre de pensée-là. On aurait pu penser, enfin en tout cas moi, pendant un moment j'ai pensé, je me suis dit, mais peut-être que son mari va intervenir là-dedans, intervenir positivement. Peut-être qu'il va prendre position. Peut-être qu'il va la raisonner en voyant qu'elle rentre là-dedans, lui dire, en fait, lui dire de se ressaisir, la prendre par exemple par le bras et lui dire, mais c'est fini maintenant, on arrête les histoires, c'est n'importe quoi tout ça.
lui faire comprendre qu'elle est rentrée dans un délire, avec ces histoires de viol et tout ça. Qu'elle peut être inquiète au début en apprenant qu'on était proches, elle et moi, ok, mais que cette inquiétude se transforme en histoire de viol, machin chose, c'est tout autre chose ça. Et puis simplement qu'il la stoppe un moment dans sa frénésie accusatoire, parce que viol, corruption de mineurs, harcèlement, voilà, il y a un moment stop quoi. Mais le mari de Valérie n'a pas pris position comme ça. Il a suivi, il s'est écrasé, malheureusement. Où sont les hommes? Je veux dire, où sont les hommes dans cette situation? Parce que là, on a une femme qui dépose une plainte complètement folle. On a dans les tribunaux, on le verra, on a dans les tribunaux des magistrates, procureurs, juges qui prennent des décisions complètement folles dans la continuité de la plainte de Valérie. Et si je dis que ce sont des femmes, on sait très bien que c'est pas pour rien que je le dis. Enfin, on sait très bien qu'elles ont des tendances beaucoup plus fortes à appuyer, à aller dans le sens de ce genre de condamnation. Alors parfois, certainement pour le meilleur, mais parfois aussi, comme ici, pour le pire. Et à ce moment-là, quand elles font ça, où sont les hommes, au moins le mari de Valérie, pour prendre position, pour voilà, s'affirmer ici et remettre un peu les choses en ordre? Mais non, il n'était pas là. Mais évidemment, on va me dire, ah oui, mais tu veux légitimer des violences, machin chose. Absolument pas. Je veux juste légitimer la vérité, en fait, la réalité des choses. Voilà. Et toutes ces personnes en sont donc venues à me réduire à une seule caractéristique, parce que je l'ai bien senti, ils me réduisaient vraiment à ma proximité avec Nel. Voilà, c'était ça. Et à partir de là, en fait, ça oriente toutes les pensées, ça oriente tous les discours, ça occulte certaines choses, ça en déforme d'autres, et ça invente carrément aussi des choses qui n'ont pas existé parfois. Et donc forcément, ça amène un discours qui est complètement tordu et qui n'est pas en phase avec la réalité. Et ça, c'est par exemple ce que j'ai vu dans vraiment le discours, je n'ai pas reparlé ici, mais de cette personne, d'homme, Dominique, certainement qui s'appelait Dominique Ringot, qui était présent lorsque je me suis fait renvoyer du camp, lorsque la directrice m'a dit de partir, il était là, et ce type, il avait vraiment eu un discours de baratineur, il a réussi vraiment en un record de temps à me déblatérer un nombre de conneries, c'était hallucinant. Et là, on voit vraiment cette volonté très forte de... Et je vais valider ma croyance. Il faut que ça aille dans le sens de ce que je crois. Pour revenir à Valérie, eh bien, il est évident qu'elle se serait bien passée de toute cette histoire. Elle avait bien mieux à faire que de se retrouver plongée dans cette affaire, dans cette ambiance extrêmement malsaine. Et là, elle ne pourra pas me contredire là-dessus. Et qui a dû être très, très énergivore pour elle. Mais en fait, moi, je ne suis pas contre elle. Je veux dire, je suis pas dans l'opposition, dans l'hostilité. Elle le pense évidemment, elle me voit comme un ennemi, elle me voit comme son ennemi, comme l'ennemi de sa fille, parce qu'elle ne comprend pas ce que je dis. Et elle a manifesté, comme je l'ai montré aussi, une volonté de ne pas comprendre ce que je dis, pour les raisons que j'ai données. Ce qui fait que il y a une hostilité vis-à-vis de moi, elle ne comprend pas qu'en fait, dans le fond, même si dans les arguments, oui, dans les idées, enfin les arguments venant d'elle, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les idées on s'oppose, mais dans le fond, je ne suis pas contre elle. Elle, par contre, me voit comme un ennemi et elle cultive cette hostilité. Et évidemment, comme elle me voit d'abord et avant tout comme l'ennemi de sa fille, cette hostilité, et elle la cultive aussi chez sa fille. Donc elle fait en sorte que sa fille me déteste et me voit comme un ennemi. Dans une famille où tout le monde est de gauche, l'enfant, même adolescent, il est très très probable statistiquement qu'il soit aussi de gauche. En fait, voilà. Donc dans une famille où... Et là encore, dans le cas dans lequel on est ici, il y a encore plus de pression, d'émotion. Et dans ce cas-là, où un parent va montrer quelqu'un du doigt en disant lui c'est l'ennemi, son enfant, forcément, même s'il a 14, 15, 16, 17 ans, il est très probable qu'il se dise la même chose. C'est l'ennemi, on me l'a dit, voilà, qu'il écoute ce discours-là. Et donc, l'opinion de Valérie, il est ce qu'il est aujourd'hui, comme je l'ai décrit, et ce n'est pas moi qui va lui faire changer d'avis. Je n'ai pas la prétention de lui faire changer d'avis du tout, en fait. Parce que elle me voit comme le diable en personne. Donc elle ne peut pas s'attendre à ce que la vérité vienne de moi, c'est pas possible. C'est pas moi qui lui fera changer d'avis. D'ailleurs, je vois pas qui pourrait lui faire changer d'avis pour le coup. Parce qu'en fait, le changement d'opinion d'une personne, alors... Normalement, c'était montré, j'ai pas les études ici, mais ça vous attendra pas beaucoup de ce que je vais vous dire. Eh bien, à peu près 90% des gens, ils changent leur opinion, non pas parce qu'on leur apporte des arguments forts, qui sont pertinents, qui sont raisonnés, non pas parce on tient une critique vraiment qui est logique et qui démontre point par point en fait leur croyance. Les gens, la plupart,
ne changent pas d'opinion pour ces raisons-là. Ils changent leur opinion pour la sympathie qu'ils ont pour les personnes qui sont autour d'eux. Quand ils ont la sympathie pour quelqu'un, eh ben en fait, cette personne va beaucoup plus facilement pouvoir leur faire adopter des avis différents. C'est-à-dire qu'en fait, une personne pour qui vous avez beaucoup de sympathie sera plus à même, en moyenne statistiquement, de vous faire croire quelque chose qui est faux, qu'une personne pour qui vous avez de l'antipathie vous ferait croire quelque chose qui est vrai. Vous allez être beaucoup plus enclin à recevoir, à accueillir les idées d'une personne pour qui vous avez beaucoup de sympathie. Voilà, c'est pas tellement surprenant, mais c'est ça. Et donc, comme moi je suis diabolisé, eh ben, je ne peux pas en fait, d'aucune sorte. Enfin, j'avais essayé, de toute façon, je suis plus du tout dans cette démarche d'essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit à Valérie. Mais j'avais essayé, en envoyant un courrier par exemple, en essayant de communiquer avec elle, en allant la voir à l'entrée du collège de sa fille. Mais en fait, rien n'y fait, parce que à partir du moment où elle est convaincue que je suis le diable, eh bien, aucune vérité, d'après elle, aucune vérité ne peut venir de moi. Ce ne sera que de la manipulation ou une espèce de coup fourré, enfin voilà. Donc ça ne marche pas. Donc moi je pense honnêtement que, comme je vous ai dit, la cause première qui fait changer l'opinion d'une personne, c'est la bonne relation qu'elle a avec cette personne-là. Avec la personne qui essaye de lui faire changer d'opinion, ou bien, ça c'est l'autre raison majeure, c'est vraiment le conformisme. C'est quand tu as un mouvement de société qui se fait, un changement de pensée, de mode, qui fait que maintenant, voilà, on a pensé comme ça, maintenant c'est autrement, on doit penser comme ça. La plupart des gens y suivent en fait. Clairement, 80-90% des gens y suivent. Voilà. Mais voilà, c'est des choses qui ont très peu de chances de se passer. Donc en fait, pour moi, je veux pas condamner et je veux pas être dans le dire des choses et avoir une parole qui est autoréalisatrice, là encore une fois, pour utiliser ce terme, mais vu la situation, vu tout ce que j'ai vu, il est très très peu probable, il est quasi impossible pour moi, vu la situation, que Valérie un jour puisse entendre raison et puisse revenir, puisse rebrousser chemin sur tout ce qu'elle a fait et comprendre qu'elle a fait une erreur depuis le début. Voilà. Je pense qu'elle continuera à vivre avec sa fausse croyance jusqu'au bout. Voilà. Sans vouloir condamner maintenant, s'il y a un miracle, tant mieux, mais je veux dire, voilà. J'espère évidemment me tromper. Hein. Alors pour terminer sur cette idée de prophétie réalisatrice, pourquoi une relation comme celle que Nel et moi avons eue se termine mal? Parce que elle s'est très mal terminée cette relation, c'est évident. Eh bien parce que aujourd'hui, la société met tout en œuvre pour que ça se termine mal. Elle fait en sorte de mettre toutes les embûches possibles et imaginables dans notre relation pour que ça se casse la gueule en fait. Elle procède à tous les subterfuges psychologiques possibles pour se convaincre d'un mal qui n'existe pas. Et lorsque il peut y avoir quelque chose de mauvais dans la relation, un petit truc mauvais, aucune relation n'est parfaite, il n'y a pas de relation, c'est parfait du début à la fin. Si dans une relation très bonne, il peut y avoir quelques petites choses mauvaises, je peux vous dire que immédiatement, elle va les prendre, elle va occulter tout le reste et qu'elle va les grossir, les exacerber, faire croire qu'il n'y a que ça, mettre les projecteurs dessus pour qu'on ait l'impression que tout est mauvais. Ça, c'est vraiment sa dialectique. La relation est détruite dans l'œuf et donc on ne peut même pas se confronter à ce qu'elle aurait été ou même à ce qu'elle est, puisqu'on l'a fait immédiatement cesser d'exister. On est tellement persuadé d'avoir raison qu'en fait on met tout en place, et souvent inconsciemment, pour empêcher les autres de nous prouver qu'on peut avoir tort. À propos du vécu maintenant qu'il y a eu entre Nel et moi, déjà mon vécu à moi ne change pas naturellement. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Donc comme je le disais dans mon récit, j'ai passé des super moments avec Nel. C'était quelqu'un que j'étais très heureux de rencontrer et c'était, je pense, quelqu'un de très bien. Et Nel pourra réaliser que notre vécu, notre relation pendant le camp, ça a duré jusqu'à que je m'en aille. Quand je suis parti, tout ce qui a eu lieu ensuite, c'était plus nous, c'était plus notre relation. Toutes les peurs qu'elle a pu avoir, les ressentis mauvais qu'elle a pu avoir, les idées, les discours qu'on lui a tenus et les idées, les pensées qui ont pu être induites de ce fait chez elle, ça n'a pas de rapport avec notre relation. Directement, ça n'a pas de rapport avec. Ça a été complètement fabriqué ensuite et donc cette distinction est extrêmement importante entre le vécu, la relation qui s'est passée lorsque j'étais là. Notre relation, c'est lorsque j'étais là, c'est lorsqu'on était à deux. Et tout ce qui est ensuite, ça n'a rien à voir. À la limite, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas nous, ce n'est ni elle ni moi. Nel pourra aussi réaliser que dans toute cette histoire, tout a été fait pour nous monter l'un contre l'autre. Que par chez nous, dès que deux personnes de notre âge respectif commencent à un peu trop bien s'entendre, on démonise leur relation. Que même
si la nature de leur relation en fait est très bonne, même si personne n'est dangereux pour personne, eh bien on va prendre cette relation, on va la tourner en quelque chose d'horrible. Et c'est ce qui a été fait avec plein de choses extrêmement anecdotiques qu'on retrouve dans toutes sortes de relations qui ont été prises et qui ont été tournées en quelque chose de malsain. Et qu'en procédant de cette façon-là, on aurait pu monter Nell contre ses propres amis, même on aurait pu la monter contre ses parents. Et Nell pourra aussi se rendre compte qu'il a fallu commencer à la traiter en victime pour qu'elle se sente victime et qu'elle commence à développer les symptômes d'une victime. Mais qu'en enlevant tout ça, en enlevant toutes les idées préconçues qu'elle a entendues et toutes les idées fausses qui ont cherché à me nuire, en enlevant tout ça, il ne reste plus au final que la relation qu'on a eue, il ne reste plus donc que le bon et le beau. Nell pourra aussi comprendre que la conviction qu'elle a et qu'elle partage avec sa mère, avec Valérie, pourra être très difficile à quitter parce que c'est tout un système de croyances qui s'est installé depuis des années et sur lequel elle s'est construite, sur lequel elle a certainement basé une partie de son estime d'elle-même. Un système de croyances qui vient donner en fait une explication à son vécu, à sa souffrance. Et donc ça vient quelque part apaiser ce qu'elle a vécu. Mais c'est aussi un système de croyances qui vient légitimer les décisions des autorités adultes et de ses parents. Parce qu'il serait très difficile de se dire que ses parents ont pu faire une erreur et donc, alors qu'ils étaient supposés la protéger, en faisant cette erreur, n'ont pas réussi à ce moment-là à la protéger comme ils auraient aimé le faire et comme elle pouvait l'imaginer. Mais au final, tout ça, tout ce qui a induit ces croyances chez elle, c'est en fait une éducation. Et l'éducation, vous savez, on pourrait éduquer un enfant à être terrorisé à la simple vue d'une pomme. Tout est question d'éducation. Et Nell pourra finalement s'exprimer là-dessus, si elle le souhaite. Enfin, lorsqu'elle sera un minimum libre de sa parole, bien sûr. C'est-à-dire, pas avant qu'elle ait 18 ans. Et ça serait d'ailleurs intéressant parce que moi, je n'entends que des personnes qui parlent à sa place. Elle ne s'exprime pas directement, pour moi. C'est quand même dérangeant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'il y a toute cette histoire. C'est parce qu'elle n'a pas été écoutée pour ce qu'elle a dit. Elle pourra d'ailleurs se poser cette simple question et se demander, autour d'elle, entre ses parents, entre moi, entre les éclaireurs, etc., les adultes, qui impose des choses, qui lui dit comment elle doit vivre, qui est en train, en ce moment, de lui dire de quelle façon elle doit vivre. Ça n'a jamais été moi. Je n'ai jamais eu cette position-là. Mais malheureusement, nous le savons, chat échaudé craint l'eau froide, donc lorsque, dans cette situation, elle est avec une personne adulte avec qui elle se sent vraiment bien, mais que c'est réprimé très fortement et qu'elle prend peur de ce fait, eh bien, ça va forcément créer une peur qui va se réactiver dès qu'elle va être au contact de nouvelles personnes adultes, vis-à-vis de qui elle aurait envie de se sentir proche, et donc elle va commencer à elle-même saboter un peu la relation et tout ce qu'il peut y avoir de bénéfique là-dedans. Vous savez, si je mets ma main sur le feu, je me brûle. J'apprends donc que ça brûle et qu'il ne faut pas le faire. Mais si je souffre à ce moment-là, c'est une souffrance bien moindre par rapport à celle que je vivrais si je ne prenais jamais conscience de cela. Donc c'est très bien. Mais le souci ici, c'est que si par exemple ma main, je la pose plutôt sur une table et que pendant ce temps-là, je ne souffre pas bien sûr, pendant ce temps-là, une autre personne me brûle avec un briquet, imaginons l'autre main, et qu'elle arrive par certaines circonstances, par certains procédés, elle arrive à me faire croire que la souffrance que je ressens vient de ma main qui est posée sur la table, eh bien, j'aurai à ce moment-là peur des tables. Et ça devient problématique. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Et ça peut créer vite un traumatisme. Et le problème du traumatisme, le double problème, je dirais, le premier, c'est que ça crée de la souffrance, bien sûr, mais le second, c'est que en plus de cette souffrance, ça va un peu cristalliser le vécu dans des ressentis qui sont forcément très négatifs, et donc ça va nous empêcher de le réexplorer pour remettre en question les événements et éventuellement comprendre qu'on a pu se tromper, dans le cas où on a pu se tromper, ce qui est bien le cas ici dans la situation qu'il y a entre Nell, moi et toutes les personnes qui ont tourné autour de nous. Et quand Nell verra certainement une fille qui a 12 ans et qui par exemple peut se sentir proche d'un adulte, immédiatement ça réactivera des peurs et elle sera beaucoup plus à même, que s'il n'y avait pas eu tout ce vécu-là, elle sera beaucoup plus à même à transmettre à nouveau ses peurs, comme Valérie l'a fait vis-à-vis d'elle. Donc ça se perpétue ensuite de génération en génération, vous savez. Ce que je fais depuis le début, c'est défendre la relation que j'avais avec Nell, mais en faisant ça, je ne me défends pas juste moi, je la défends elle aussi tout autant, puisque c'est notre relation, on y était tous les deux. Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais ça ne change rien au fait que pour moi c'était une personne géniale. Et j'espère qu'elle l'est toujours autant. Comme je l'avais dit dans la première partie de mon récit, donc je suis pleinement reconnaissant vis-à-vis d'elle pour les moments que j'ai passés avec elle. Parce que je sais que pendant le camp, elle a été elle-même à ce moment-là. Elle était vraiment elle-même. Qu'importe si aujourd'hui, qu'importe en fait qu'elle puisse me détester aujourd'hui, qu'importe qu'elle puisse m'avoir en horreur.
ma reconnaissance et les moments que j'ai passés avec elle, ça ne change pas, ça reste les mêmes. Voilà. Donc vraiment qu'elle parvienne à parfaitement séparer la relation qu'on a eue avec tout ce qui a suivi, tout le reste, qui est vraiment de la merde, quoi. Comme je l'avais dit en début de vidéo, c'est une vidéo d'explication, pas de condamnation ou de culpabilisation. Cela dit, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, bien sûr. Lorsque je pense que des personnes ont agi d'une certaine manière qui a entraîné des conséquences dommageables, eh bien je le dis, bien sûr. Et c'est pas non plus une vidéo de victimisation. Ça ne m'intéresse pas de venir me poser en victime. D'ailleurs, s'il y a des victimes dans cette histoire, alors pour moi, tout le monde l'est dans une certaine mesure. Et ça me rappelle ce que j'avais dit à la fin de l'audition que j'avais passée au commissariat. Lorsqu'on m'avait demandé si j'avais des choses à rajouter, j'avais dit que pour moi, Nel, Valérie et moi-même étions tous les trois en difficulté en fait. Et que cette idée de chercher absolument un coupable, une victime, c'était plus une entrave qu'autre chose pour comprendre réellement la situation. Voilà, cette histoire, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'aujourd'hui, dans notre société, avoir des sentiments pour une personne qui a 12 ans et essayer d'entrer en contact avec elle suffit à se faire accuser de viol ou à minima d'agression sexuelle et aussi de corruption de mineurs et de harcèlement. Notre société a un gros penchant vers ce genre de choses et donc un gros penchant pour les conséquences dommageables que ça entraîne, forcément. On m'a fait un procès en fait pour avoir contribué à rendre heureuse une jeune fille. Je rappelle quand même, c'est très important, que tout ce remue-ménage a été motivé par l'idée de protéger Nel. Idée qui est en soi parfaitement louable. Sauf que, bien qu'il y ait eu cette idée de protéger Nel, jamais à aucun moment personne n'est venu nous voir pendant qu'on était ensemble et pour s'assurer que Nel allait bien. Personne n'a fait ça. Simplement parce que personne n'avait confiance en elle. Quoi qu'elles disent, ils avaient déjà tous leur idée préconçue. Mais à la lumière des explications et des nombreux détails que j'ai donnés ici, il n'y avait aucune place dans la relation qu'il y a eu entre Nel et moi pour la manipulation, les coups de pression, les chantages, l'emprise et bien sûr pour la violence. Et donc en fait tout ce qu'on me reproche, au mieux, c'est des choses complètement décontextualisées ou bien des choses qui sont parfaitement fausses ou pire encore, des choses qui sont parfaitement fausses mais qui en plus sont le résultat des agissements de ceux qui me les reprochent. Comme par exemple les difficultés psychologiques qu'a vécu Nel après mon départ du camp. Tout ce qui s'est passé, pour résumer la situation dans son ensemble en 3 étapes très simples. D'abord, ils sont intervenus pour nous séparer l'un de l'autre parce qu'ils ont pensé que j'étais dangereux pour elle, alors qu'en réalité notre relation était bonne et il n'y avait pas de raison que ça change. Ensuite, convaincus de ma dangerosité, ils l'ont monté contre moi par un gavage émotionnel négatif à mon égard. Et conséquemment, sans le savoir, ils lui ont infligé des troubles psychologiques. J'ai expliqué comment ça s'est passé. Et ensuite, 3e étape, là, toujours convaincu que j'étais le grand méchant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attribué, ils m'ont mis sur le dos la responsabilité des souffrances qu'ils avaient infligées chez Nel. Et ça, cette 3e étape, ça a 2 intérêts pour eux. C'est que, d'abord, en faisant ça, ils justifient leur première décision d'intervenir parce que ça leur permet de se dire on avait raison de les séparer, il lui a fait du mal, donc ça les conforte, il y a déjà un biais de confirmation là-dedans. Et ensuite, ça permet aussi, par le même coup, de se dire on a réussi à protéger une pauvre enfant innocente des griffes du mal. Donc, sentiment de satisfaction en se disant on est des protecteurs, on a bien agi. Je précise, parce que c'est très très important, que dès lors que Nel a été monté contre moi, toute tentative de communication que je pouvais entreprendre vis-à-vis d'elle ne pouvait que se solder par une réactivation de souffrance qui avait déjà été induite chez elle et dont j'ai longuement parlé. En fait, on est dans une sorte de prise d'otage, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on me l'a soustrait, et quand je dis on me l'a soustrait, c'est pas dans le sens où elle m'appartient ou quoi que ce soit, on me l'a soustrait parce qu'on était ensemble de la même façon que j'ai été soustrait d'elle. On me l'a soustrait et à partir de là, le message, le sous-texte un petit peu qu'on me dit c'est dès que tu essayes d'aller la voir, dès que tu t'approches d'elle, on la torture. Mais c'est une torture qui n'ont pas besoin d'être présents pour la mettre en place puisque maintenant elle est automatisée.
puisqu'il y a eu le traumatisme avant ça. Donc la réactivation de la souffrance se fait dès que je reviens. Et ça, c'est pas rien quand même à prendre en compte dans cette situation. Et bien sûr, si je m'étais aventuré à la contacter de nouveau, il m'aurait attendu au tournant pour m'accuser une fois de plus de lui faire du mal. Et en même temps, ils en auraient profité pour accréditer une nouvelle fois leurs idées préconçues. Cette affaire montre enfin notre irrésistible tendance à ignorer la parole des personnes mineures dès qu'elle ne nous convient plus. Dès qu'elle n'est plus en accord avec nos standards moraux, on la rejette. On leur fait adopter en amont notre discours, on le leur fait ensuite réciter, et puis on se satisfait de les voir être dans un faux accord avec nous. Quand il y a viol de la liberté d'expression, de la parole, du ressenti, de la vie privée des personnes mineures, je n'entends pas grand monde. Mais quand il s'agit de fabriquer un viol de toute pièce, là il y a des gens. Il y a des gens et il y a des complaisants, des sympathisants autour de ça. Au final, Nel a été sacrifié au nom d'une idéologie, d'un dogme. Et au final, qui est gagnant dans toute cette histoire? Qu'a gagné Valérie à psychoter comme ça sur moi? Qu'est-ce qu'elle a gagné à passer son temps dans les commissariats pour porter de graves accusations et fausses contre moi? Qu'est-ce qu'elle a gagné à emmener sa fille chez le psy? Enfin, on est complètement à côté de la plaque, quoi, chez un psy. Vu la situation, ils ont arraché Nel à moi alors qu'elle avait des sentiments amoureux pour moi. Ils l'ont culpabilisée à mort en lui disant que sa relation c'était de la merde. Et il y a des gens qui pensent que c'est à coup de séances de psy que ça va résoudre le problème, en fait. C'est pas un psychiatre qui va résoudre ce genre de problème-là. Au contraire, ça élude le problème de faire ça. Donc, les éclaireurs, Valérie, Nel, qu'est-ce que ces personnes gagnent à tout ça? À la limite, les éclaireurs, et encore, ils n'ont rien gagné pour moi. La seule chose qu'ils ont pu préserver, je le concède, c'est leur image. Ça, c'est vrai. Ça, il est évident que s'ils nous avaient laissé continuer notre relation, eh bien, en étant su par d'autres personnes autour de l'association, oui, ça leur aurait certainement porté préjudice. Mais je pense pas que ça en valait la chandelle quand même. Les relations comme celles que j'ai eues avec Nel ne sont pas un problème. La répression menée sur ce type de relation, c'est le problème. Et je suis convaincu que si on s'autorise à peser, à considérer la vision des choses que je propose, eh bien on s'apercevra qu'elle souffre de beaucoup moins d'incohérences. Et s'il y a des incohérences, qu'on me les dise, de beaucoup moins d'incohérences que les différentes versions des faits qui m'ont été donnés que du discours dominant. J'avais parlé dans mon récit d'une illustration. La voici. Là, vous la voyez. Et si vous avez compris ça, eh bien, vous avez tout compris. Parce que toute l'histoire est là. Est-ce qu'il ne peut pas exister un monde dans lequel une personne mineure ne peut pas à la fois pouvoir estimer ses parents et estimer une autre personne, un adulte, qu'elle apprécie? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait cette guerre qui soit faite? Est-ce qu'il faut toujours que la personne mineure doive sacrifier l'un ou l'autre? Je pense que tout ça est parfaitement conciliable, mais que tant que l'on pensera que ce n'est pas conciliable, eh bien ça restera inconciliable. Et donc je pense que cette guerre était tout à fait évitable. Je vois aussi, pour terminer, que toutes les personnes qui nous ont fait obstacle sont arrivées à une conclusion qui a été leur postulat. Cette proximité entre un adulte et une personne mineure, c'est mauvais. Et ma vidéo, ici, que je termine sur ces derniers mots, cherche à inciter à remettre cette idée en question. Et bien sûr, à inciter à prendre garde lorsque l'on juge de la qualité d'une relation, éviter de se baser strictement sur l'âge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.